Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Chillcast. Le podcast qui se doit d'être chill. Et aujourd'hui nous sommes dans le premier épisode de cette saison 3. Donc maintenant ça fait 3 saisons que Chillcast a été créé, soit maintenant le 21e épisode de l'histoire de Chillcast. Donc, merci d'être toujours là pour cette saison 3. Donc pour ce faire, je suis avec Shadé. Ça va parler donc du divertissement français. Donc le divertissement français. Nous allons aborder beaucoup de thèmes, donc 4 thèmes pour être plus précis sur ce sujet, avec un premier thème sur le cinéma français, Okay. donc le cinéma, les films français, les acteurs français. Dans un second temps, nous parlerons de l'internet français, avec le YouTube français, le Twitch français et tout ce qui finalement, tout ce qui concerne l'internet. Au troisième temps, nous parlerons de la télé française, avec donc l'évolution de la télé en 10 ans, ainsi que des émissions connues que nous voudrions aborder donc, pendant le podcast, qui ont pu vraiment marquer notre enfance et nous marquer encore aujourd'hui. Dans un dernier temps, donc pour le quatrième thème, nous parlerons du sport en France, avec les athlètes français et de leurs exploits incroyables, et notamment finalement des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, qui donc rentrent parfaitement dans le divertissement français. L'heure de te présenter aussi, Shadé. Je m'appelle Shadé, je vais avoir 17 ans dans 3 mois, et je fais des podcasts avec Ruben depuis un petit moment. Je suis très contente de faire partie encore de cette 3e édition, voilà, tout simplement. Et pour ceux qui ne connaissent pas Chillcast, je l'ai jamais fait, mais on va présenter un peu Chillcast. Donc Chillcast, c'est vraiment un podcast qui se doit d'être chill, comme on a pu le dire dans l'intro, et c'est un podcast qui parle de tout. Vraiment, on n'a pas de tabou, on n'a pas de thème qu'on ne peut pas aborder. Il y a vraiment plein de diversité au niveau des thèmes. Et si vous voulez un peu plus découvrir Chillcast sans attendre le prochain épisode, je vous invite à regarder la première saison. Ou la seconde saison qui était un peu plus travaillée, la seconde saison. La seconde saison était plus travaillée. Donc on va pouvoir commencer par le premier thème sur le cinéma français. Alors, déjà, premièrement, est-ce que tu pourrais me dire ton film français préféré ? Le cinéma français, au départ j'avais vraiment du mal. J'irais La Boue. La Boum ? La Boum ? Non mais c'est un très bon choix. Oui, c'était l'époque de ma mère et elle m'a fait découvrir ce film quand j'étais un peu petite et j'avais bien aimé. Donc j'irais La Boum, et sinon après de cette année, je pense que c'était... Non, il y a 2 ans c'était... Le Comte de Monte Cristo était génial. D'accord, ok. Mais je préfère La Boum. Non mais La Boum, c'est vrai que c'est un film qui est un peu en regain de popularité, parce que c'est vrai que ça plaît, l'histoire est très classique et l'histoire plaît beaucoup aux personnes de notre âge, donc parce que c'est un peu l'amour idéalisé quoi. Du coup, le Monte Cristo, ça montre vraiment que la France peut vraiment faire des trucs presque rivaliser avec des Américains, parce que pour le coup, au niveau des décors, au niveau de tout, franchement ça montrait vraiment quelque chose d'assez incroyable. C'est pour ça que franchement je comprends pourquoi ce film te tient à cœur. Oui. Même si pour le coup, moi j'aurais pas dit la même chose. T'aurais dit quoi ? J'aurais dit peut-être Monsieur Aznavour. Après c'est vrai que pour le coup c'est moins original, parce qu'on suit quand même la vie d'un artiste. Mais sinon, à part lui, il y avait aussi Ma mère Dieu Sylvie Vartan. Ma mère Dieu Sylvie Vartan, que j'avais vraiment adoré. Franchement je pense que c'est un des meilleurs films que j'ai vu de l'année 2024. Parce qu'il y avait vraiment de l'émotion, du rire, et je pense que c'est une bonne recette pour un film, finalement. Et aussi, donc, tu me parlais de Pierre Ninet, qui pour toi était le meilleur acteur français. Est-ce que tu pourrais un peu étaler ton raisonnement ? Est-ce que finalement tu aurais d'autres films dans lesquels Pierre Ninet a joué ? J'ai 20 ans d'écart, je crois, ça s'appelle. 20 ans d'écart, ouais. En fait, c'est juste que le Comte de Monte Cristo est sorti, après, la Comte de Monte Cristo, ça vient quand même d'un livre de base, oui, c'est ça. Par Alexandre Dumas. Et je trouvais qu'en fait, comment ils ont adapté le film et comment Pierre Ninet a joué, j'ai trouvé que c'était le meilleur film français de cette année. Et Pierre Ninet a vraiment bien joué, quoi. Enfin, j'étais impressionnée fait que son rôle vraiment c'était incroyable. C'est vrai. Après, c'est sûr que Pierre Ninet, moi je l'avais découvert, je pense que je l'ai découvert dans un film qui s'appelle Five. Five, donc des amis, etc., et trafic de drogue, etc. Mais c'est super sympa, vraiment. Il y avait un vrai. C'est une comédie, et vraiment, elle était super sympa. Donc, non, c'est vrai que Pierre Ninet, c'est très bien joué. Mais il vient du théâtre, lui, il était à la Comédie Française pendant quelques années, donc c'est vrai que ça aide toujours le théâtre, comme on a pu le dire dans la saison 2. C'est vrai que le théâtre, ça peut toujours aider pour les acteurs, etc. Dans le monde du cinéma. Le théâtre, ça peut vraiment être sympa pour ce plan-là. Je pense qu'on peut passer au deuxième thème,
parce que je pense que ce deuxième thème va être le thème, je pense, le plus riche du podcast, qui parle donc de l'internet français. Déjà, je pense qu'on peut déjà commencer à parler du YouTube français. Quel est ton youtubeur ou youtubeuse préféré en France? Je dirais Squeezie, en soi, parce que j'ai grandi avec lui. Après maintenant, je regarde encore Squeezie, mais je regarde plus un groupe, les Jackson, ça s'appelle. Et j'aime beaucoup leur délire. Donc en vrai, non, en fait, coup de cœur, ça a été Squeezie depuis le départ. Depuis très très fois, j'étais petite quand je regardais ses vidéos. Donc, c'est vrai que pour le coup, il est là depuis un certain temps, Squeezie, donc c'est vrai que c'est sympa. Mais oui, Squeezie, je te comprends sur ce point-là. Mais c'est vrai que pour le coup, en parlant de YouTube français, vraiment, on a un aspect que le YouTube américain n'a pas. C'est qu'on a vraiment cet aspect vraiment de s'appliquer pour le divertissement, de vraiment proposer quelque chose de qualité et pas forcément d'aller dans les plus extrêmes. On n'est pas forcément comme MrBeast, cité McFly et Carlito, qui sont vraiment dans un mood beaucoup plus chill, si je peux dire, qui vont vraiment faire des concepts très simples finalement, et pas très compliqués, pas extraordinaires. Et je trouve que c'est bien aussi d'avoir des vidéos comme ça, un peu chill. Oui. Vraiment, même quand ils différencient différentes eaux. Moi j'aime bien qu'ils partagent et tout avec la régie qui est derrière, les gens qui travaillent. On les filme, on les voit en fait dans la caméra et tout, ils partagent les mêmes avis avec eux des fois. Ah, c'est vrai que c'est super sympa, ça crée vraiment un aspect très convivial dans la chose, donc c'est super sympa. Et au-delà de ça aussi, on a aussi de l'extraordinaire en France, hein, pour citer, nous avons l'ancien projet, il date maintenant un petit moment du coup, mais Kaizen, donc la montée de l'Everest par Inoxtag, qui donc était vraiment un projet, extraordinaire comme on dit. Donc ça montre quand même qu'on peut faire des trucs assez grandioses. Donc déjà, qu'est-ce que tu en as pensé de Kaizen? En fait, j'ai trouvé que c'est bien parce qu'en fait, Inoxtag, il a dit qu'il allait le faire. Et tout le monde a dit c'est impossible, le mec il va pas réussir, MDR c'est un gars de YouTube, il va rien faire. Et en fait, on se rend compte que quand tu pousses et tu vas jusqu'au bout, tu vas réussir. Et le fait qu'il ait réussi, etc., il a montré à énormément de gens qu'il faut pas baisser les bras. Et surtout que, je sais pas s'ils s'en rendent compte, mais en fait, avec leur métier, ce qu'ils ont, je trouve que être créateur de contenu, mais surtout être sur YouTube, c'est le plus beau métier du monde. C'est vraiment des métiers les rêves de tout le monde. T'imagines, t'es payé pour ce que t'as envie de faire. Oui, après, le métier de rêve pour les personnes qui veulent faire ça. Oui, évidemment, oui. Je pense que c'est le plus beau métier, je trouve. C'est vrai que beaucoup de personnes aimeraient ça, mais après, bien sûr, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas aussi par rapport à la popularité, etc. Ça, c'est ça, ouais. Et pour continuer dans des projets assez grands, des grands projets de youtubeurs, on peut parler du GP Explorer, donc organisé par Squeezie. C'est ça. Qu'est-ce que tu en as pensé du premier GP Explorer? En fait, c'est grâce au premier que je me suis intéressée à la F1, en fait. C'est à ce moment-là, en fait, que je me suis dit, oh, putain, c'est intéressant. Après, ils font pas de F1, ils font de la F2, je crois, si je dis pas de bêtises. Ils font de la F4, Ah, F4, pardon, excuse-moi. F2, c'est un truc. Oui, ils font de la F4, mais du coup, aussi, tout le monde et tout. Je crois, il y avait qui était venu, je crois, dans GP1 et tout, qui avait fait un show et tout. C'était un pilote aussi de. Non, c'était au GP2. C'est au GP2 ? GP2, ouais. Dans les deux cas, bref, ça m'a donné envie de voir la F1 un peu. Et GP1, enfin, j'ai trouvé que c'était. En fait, il a essayé de faire un concept, de ramener des créateurs de contenu sur un sport d'automobile. Et c'est intéressant parce que ça donne des challenges encore, tu vois, ça change de forcément faire un truc grandiose. La F4, c'est très bien déjà, et franchement, le projet était génial, quoi. Pour le coup, pour rajouter un peu un aspect technique par rapport à la chose, la F1, c'est une pyramide en fait, la formule. En fait, en gros, ce qui se passe, c'est que d'abord, tu es obligé de passer par la F4, ensuite tu passes par la F3, et ensuite tu passes par la F2, et s'il y a de la place, tu passes par la F1. Mais après, la F1, c'est vraiment le palier qui est le plus compliqué à avoir, parce qu'il n'y a que 20 places. Bon, maintenant il y en aura 22 la saison prochaine, mais c'est des choses qui sont extrêmement compliquées. Donc c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas faire plus que la F4. Enfin, je pense qu'ils pourraient pousser avec la F3, mais seulement si il y avait plus de temps
pour s'entraîner. Mais pour être allé au GP1, c'est vrai que au niveau animation, au niveau divertissement, c'était quelque chose d'assez incroyable et c'était un peu surréaliste en fait de se dire que là c'était des youtubeurs, même si bien sûr on s'en souvient, il y avait eu un accident, donc l'accident de Joyka qui avait eu lieu, Ah oui, je crois que c'était pendant les essais ça libres. ça lui avait marqué. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'il a pas réitéré son engagement pour le GP2. Mais c'est vrai que ça nous montre quand même que c'était pas des professionnels, et au-delà de ça, que même pour la F1, même les pilotes de F1 peuvent faire des erreurs qu'on peut qualifier de baisse, mais après on n'est pas dans la voiture encore une fois. Donc c'est vrai que c'était super sympa, mais il y avait vraiment cette dimension très intéressante de se dire quand même que c'était des youtubeurs qui conduisaient des voitures qui allaient à 180 km/h, donc c'est assez sympa de voir ça. Le GP2, pour ma part, j'avais pas pu avoir des places. Parce que c'était très limité quand même, je trouve, pour le GP2. Oui, c'est vrai que c'était très rapide, j'ai trouvé les Et places. le GP2, bah, c'est à ce moment-là, oui, il y avait Pierre Gasly et Esteban Ocon qui étaient à ce moment-là chez Alpine, anciennement Renault en F1, et qui avaient ramené donc des Formule 1, mais c'était des Formule 1 qui dataient il y a un petit moment, c'était des Formule 1 de 2016, si je dis pas de conneries, Ah, ouais. ou de 2018. On peut le savoir parce qu'il n'y avait pas de halo. En fait, le halo, c'est la protection qu'on a Oui. sur le dessus. Parce que en fait, elle est Qui intervenue. a d'ailleurs sauvé énormément de gens. Leclerc, Oui, Leclerc aussi. ouais, mais en fait, elle est intervenue quelques temps après parce que donc Pierre Gasly, pour la petite anecdote, avait eu un gros problème, c'est-à-dire qu'en fait, il pleuvait beaucoup pendant un GP, et en fait, la visibilité était horrible finalement. Et en fait, il y avait un camion qui avait été sorti pour la piste, donc pour évacuer une voiture, sauf que ils ont, ils ont fait intervenir le camion avant que toutes les Formule 1 soient rentrées dans les stands, et donc par conséquent, il a fait se prendre un camion à 280 km/h. Ou 250, pardon, excusez-moi. Ouais. Mais donc c'est pour ça qu'après, il y a le halo qui est intervenu. Mais le GP2 donc, avait fait le record d'audience, encore une fois. Et je crois qu'encore aujourd'hui, c'est toujours le record d'audience en France. Il avait été battu, donc le GP numéro 1 était le record, mais il avait été battu par le Eleven All-Star. Oui, l'événement Événement de créé par Amine Ouais. sur le foot, donc avec la France qui Face à l'Espagne. à l'Espagne, exactement. Donc c'est là, c'était tous des streamers espagnols, Ouais, tous des connus. Et, voilà. Bon, après, c'était un peu en revanche de la Pixel Wars, donc qui était oui, c'était ça, tout à fait. une guerre donc, sur Reddit qui avait eu lieu maintenant qui doit dater un peu, Oh, ouais. 2022, Mais je crois que ça a repris. Hein. Oui, normalement, ça devait être tous les 4 ans, je crois. Mais là, ça a repris là, cette année. Et donc voilà, donc c'était un petit jeu bon enfance, bien sûr. Une petite guéguerre entre les youtubeurs français et les youtubeurs espagnols. Et après, donc, il y a le GP3 qui est donc en octobre, que nous allons voir avec Shadé le 4 octobre, et donc qui sera le dernier de son nom. Même si bien sûr il a dit, Squeezie a bien sûr précisé qu'il y aura d'autres GP, mais ça sera une autre forme, donc ça sera des pilotes que Squeezie va donner la chance de leur donner leur chance pour conduire en Formule 4, etc. Donc il y aura toujours le GP Explorer, mais dans un autre sens. Ce sera quelque chose d'assez différent. Et donc voilà, mais je pense que le GP Explorer, c'est vraiment la preuve que YouTube et Twitch peuvent vraiment monter en gamme et peuvent vraiment faire quelque chose d'assez... Après, chez Curie, ils ont un partenaire, et donc tous les partenaires oui, bien là sûr. pour faire la pub, etc. Après, oui, bien sûr, bon, après c'est obligatoire, hein, c'est comme en Formule 1, on est toujours obligé d'avoir des sponsors et d'avoir vraiment un bon soutien financier pour les Formule 4. Bon, même si les Formule 4, ça reste quelque chose de pas abordable, mais quelque chose d'assez peu cher si on compare à la Formule 1 qui, le prix des Formule 1 s'élève à environ 10 millions d'euros. Donc c'est pour ça que on se dit quand même qu'il y a une différence. Donc c'est pour ça que le prestige des sponsors entre la Formule 4 qui avait été pour le GP Explorer et les sponsors de la Formule 1 sont assez différents, même si on peut quand même citer Alpine qui est présent pour une écurie du GP Explorer et qui est également en F1 encore aujourd'hui, avec un niveau discutable en F1, mais ça nous en parlerons dans un prochain podcast sur la Formule 1 avec Nathan. Sympa, et même moi par rapport à la Formule 1 pour y revenir, c'est vrai que c'est cet événement qui m'a donné envie de regarder la Formule 1 de manière très assidue et de regarder tous les GP, et
et même d'acheter du merch de mon écurie préférée qui reste Ferrari de mon cœur. Même si c'est vrai que j'aimerais beaucoup que Alpine remonte dans les classements, mais bon. Voilà, on va faire avec. De toute façon, c'est McLaren en tête cette année. Oui, c'est ça. Et donc voilà. Et pour parler d'autres événements, on pourrait parler finalement dans un autre point de la vidéo de MrBeast. Alors, je sais que vous allez peut-être être un peu étonné que je parle de MrBeast dans un thème sur le YouTube français, mais c'est pour parler de la vidéo qu'avait fait MrBeast sur 50 YouTubeurs dans un cube. Ah oui. Je sais pas si tu t'en souviens. Il y avait donc 3 youtubeurs français. Il y avait Amixem, Mastu et Amine. Ouais. Et bon, d'autres youtubeurs qui parlaient français, notamment Pokémon, qui donc parlait assez bien français, franchement. Bah oui. Et donc voilà, en fait c'était pour montrer que l'aspect du divertissement français a tellement été impactant et en fait tellement il est puissant. Maintenant on se fait respecter à peu près par le YouTube américain, qui est pour le coup le plus gros YouTube au monde, le meilleur. Tout reste à décider, c'est bien sûr quelque chose d'assez personnel. Chacun dira s'il préfère le YouTube américain ou le YouTube français ou d'autres YouTube. Mais c'est vrai qu'en tout cas ça m'avait fait plaisir, moi en tout cas, de voir des YouTubeurs français dans une vidéo. Franchement, ça m'a pas surpris que ça soit Amixem qui soit aussi invité. Parce que tout le monde disait qu'Amixem c'était le MrBeast mais version... Pauvre. Tout le monde disait que c'était le MrBeast pauvre. Ouais, c'est ça. Mais du coup, des gens s'attendaient à Squeezie qui soit invité, tu vois. Je pense que pour le coup, Squeezie c'est vraiment pas Non, la personne. Je pense qu'il a été invité, mais je pense Je pense qu'il a refusé, c'est pour ça. C'est pas même si Boy Shape. Ouais, non, mais franchement, ça m'a plu de voir Mastu parce que je sais que lui, il kiffe les petites invites comme ça et tout. Mais après, je suis un peu étonné dans un sens parce que j'aurais peut-être vu Inoxtag ou truc comme ça. Parce que tu vois, Amine, pour le coup, je suis très étonné d'Amine parce qu'Amine, c'est pas. Amine, ouais, mais il a pas beaucoup d'abonnés. Ouais, mais il a pas beaucoup d'abonnés. Et c'est. Enfin, il est pas sur YouTube, mais il a beaucoup de viewers. T'imagines pas ses streams. Hein. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que au niveau. Si tu parles au niveau national, au niveau français, Mastus. Enfin. MrBeast, pardon, se basait sur le nombre d'abonnés. Et donc, par conséquent, c'est pour ça que j'étais très étonné quand même mais écoute, franchement, moi ça m'a pas choqué. Enfin, depuis l'événement Star qu'il a organisé, j'ai été choquée parce que même puisqu'ils ont battu le record du GP, l'événement 1, le GP1. À l'époque, oui. À l'époque, non, du coup, oui. Mais à l'époque, du coup, franchement, le fait qu'il soit invité dans cette vidéo, ça m'a pas surpris parce que je sais que Amine, il suivit beaucoup, hein. Oui, non, mais c'est vrai que pour le coup, niveau nombre d'abonnés, on va pouvoir passer au troisième thème sur la télé française. Alors, la télé française, c'est assez paradoxal quand même de le mettre juste après l'internet français, car finalement, si on peut dire qu'il y avait un peu une guerre entre l'internet français, entre YouTube et la télé. C'est vrai que l'internet regardait, la télé, pardon, regardait le YouTube comme un peu. Pas leur rival, mais vraiment comme des enfants, comme des personnes qui ne trouvaient pas de travail ou des chômeurs. Vraiment des personnes bonariens qui arrivent à gagner de l'argent alors qu'ils ne le méritent pas. C'est des propos qui ont pu être tenus par notamment Laurent Ruquier ou Thierry Ardisson fut un temps. Donc voilà, mais toi, la télé, tu trouves, elle s'est améliorée, elle a régressé en disant comment elle a évolué selon toi, en ces 10 ans? Bah écoute, je regarde plus trop la télé maintenant. Parce qu'aujourd'hui, la pointe de divertissement, je le retrouve maintenant sur les abonnements Netflix, etc. malheureusement. Mais je sais, en fait, honnêtement, je pense que si maintenant il parle le fait juste de parler, lorsque GP1, Squeezie il avait battu le record de viewers. Et le fait que les gens en parlent à la télé, c'est là qu'on s'est rendu compte que en fait ça marche en fait. Leur événement c'est un vrai truc quoi. Si les gens qui le regardent, c'est que ça marche vraiment. Et tu trouves qu'au niveau du regard qu'a la télé par rapport à YouTube, ils se sont améliorés? Je pense, oui, sûrement. Après il y aura toujours des gens qui vont critiquer, ça changera jamais. Mais je pense que peut-être il y a eu des améliorations. Après j'ignore vraiment, mais enfin j'en sais pas, je sais pas sincèrement, je me suis pas renseignée, mais je pense, parce qu'on est en 2025,
aujourd'hui les gens essaient d'évoluer, de changer les choses et tout. Donc ouais, j'espère que... Ouais, je pense que ouais. C'est vrai que pour le coup, en cette émission, il y a eu. De toute façon, tout change, hein. Il y a même des chaînes qui ont disparu, notamment C8 et Énergie 12. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Et pour le coup, maintenant, c'est vrai que c'est sympa parce que aujourd'hui, on peut avoir enfin des émissions, notamment dans la matinale, des youtubeurs qui viennent, notamment Mafta et Carlito, et on leur demande pas tout de suite combien vous gagnez. Et c'est vrai que c'est, je trouve, une grande amélioration de maintenant quand on reçoit des youtubeurs ou des streamers et vraiment des personnes des influenceurs quoi, français, et bien de pas forcément se focaliser sur l'argent, même si en France ça reste toujours quelque chose de très tabou, Bah oui, quelque c'est ça, chose je me demande de très pourquoi important. c'était aussi tabou en fait de parler de combien tu gagnes dans ta vie. C'est un sujet peut-être qui pourrait te faire un podcast, je pense notamment à Léa qui pourrait vraiment détailler le sujet, mais c'est vrai que pour faire une petite parenthèse par rapport à ça, je pense que c'est par rapport au fait qu'en France, on a un peu critiqué si on gagne bien sa vie, malheureusement il y a une partie de Français qui pensent que finalement on ne devrait pas gagner autant d'argent, des personnes qui pensent qu'il ne devrait pas du tout y avoir de millionnaires en France. Ah, Et en fait, du coup, bah, c'est vrai que à cause de cette minorité, eh bien, on est obligé un peu de se cacher de gagner de l'argent. Regarde comment il se fait insulter Bernard Arnault ou des personnes comme ça qui finalement, ben, bien sûr, gagnent des milliards, mais qui se font insulter parce qu'ils gagnent des milliards, juste par rapport à ça. Et donc c'est pour ça que les youtubeurs sont très très bien payés, peut-être payés peut-être un peu trop pour certains, mais en tout cas ils sont payés beaucoup mieux que certains, que la plupart des Français. Et donc c'est pour ça que c'est vrai que ça revenait surtout sur les plateaux, et souvent sur les plateaux. Mais là, du coup, non, c'est vraiment focalisé vraiment sur leur contenu, sur leur habitude de vie, sur ce qu'ils vont faire plus tard, etc. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus sain et de moins toxique dans les questions qui sont posées maintenant aux youtubeurs. Donc c'est vrai que c'est très agréable. Mais aussi la télé, je pense qu'on se rejoindra là-dessus, c'est que je pense qu'on regardait beaucoup plus la télé avant. Je pense notamment, bien sûr, à notre enfance, hein, avec les dessins animés, hein, mais je pense notamment à des émissions comme Fort Boyard, qui pour moi était une émission qui est encore culte aujourd'hui, mais qu'on regardait beaucoup avant. Enfin, oui, je sais pas toi, mais moi je regardais grave Fort Boyard. Je regardais Fort Je Boyard. préférais plus ce Fort Boyard que le Koh-Lanta. Ah, koh oui, koh j'ai jamais reçu moi. Ouais, Mais c'est vrai que pour le coup, Fort Boyard, quand j'étais petit, c'était vraiment pour moi le prime du divertissement. Parce qu'à l'époque, en fait, puisque dans les émissions de télé, il y avait très peu de budget, et comment ils ont fait les animations, etc., tu vois que c'est quand même vieux, tu vois. Et donc à l'époque, évidemment, quand tu regardais Fort Boyard, bon, ton ego parlait un peu en disant ouais, c'est facile, mais tu vois, c'était un peu drôle. Ouais, c'était super. C'est comme Ninja Warrior, la même. Quand tu vois les gens tomber, t'as un peu ton ego qui parle en mode il fait exprès, c'est trop facile, tu vois. Fort Boyard et Ninja Warrior, c'est vrai que c'était des émissions qui nous ont marqué. Trop bien. Il y a des émissions aussi qui n'ont pas vraiment changé. Fort Boyard a quand même eu une grosse amélioration, même si c'est vrai qu'en ce moment ils sont un peu menacés par le délabrement du fort qui existe vraiment en France, là où il tourne. Mais sinon, je pense notamment à des émissions qui pour moi n'ont presque pas changé. Je pense notamment aux 12 coups de midi, qui pour moi est une émission mais intemporelle. Ah oui. C'est l'émission de nos parents, de nos grands-parents, et même aujourd'hui presque de nous-mêmes. Parce que je me surprends même moi à regarder les 12 coups de midi. Je pense notamment, je pense que ça peut être dû à la longue présence d'Emilien dans les 12 coups de midi, grand gagnant des 12 coups de midi pendant un long moment, pendant presque 2 ans. Et c'est vrai que ça m'a donné vraiment envie de revenir sur les 12 coups de midi que je regardais beaucoup avec ma grand-mère. Et c'est vrai qu'en fait c'est assez intéressant et je pense que ça peut vraiment être Regardez ça le midi, etc. Franchement, ça fait pas mal, on apprend des choses, etc. Et puis même Jean-Luc Reichmann, c'est le présentateur des 12 comédies, est vraiment une personne hyper humaine qui va poser des questions. Même on rencontre des personnalités, des régions en France, des personnes de régions qu'on connaît pas, etc. Et ça fait vraiment plaisir de toutes ces diversités de la France, etc. De rencontrer des personnes dans des départements qu'on connaît même pas, l'Indre-et-Loire, des départements qui pour nous sont hyper éloignés, habitant à Paris. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait vraiment plaisir d'avoir un peu d'humanité à la télé à regarder.
Moi, c'est l'émission qui m'a plu à l'époque. Ça datait un petit peu longtemps. Mais j'aimais bien le fait qu'ils l'ont ramené, c'était Burger Quiz. Burger Quiz, hein. Moi, j'aimais bien cette émission, c'était assez marrant en fait. Et le fait qu'il s'est revenu. C'est revenu quand je sais même plus comment. C'est récent en tout cas. Et ça m'a fait plaisir de revoir cette émission parce que maintenant c'est une meilleure qualité. Non mais bien sûr, bah oui, même oui, les présentateurs, etc. Je pense qu'on a beaucoup de présentateurs qui sont très sympas, qui ont l'air sympas bien sûr. On les J'adore connaît. Samuel Etienne. Samuel Etienne, oui, maintenant, qu'on peut même mettre maintenant dans l'internet français. Hein. C'est vrai. Il fait des streams sur Valo. Et sinon, au-delà de ça, moi j'aimerais parler de mon émission préférée française. Est-ce que tu l'as, mon émission préférée française? N'oublie pas les paroles. Oui, exactement, n'oubliez pas les paroles. Étant grand amateur de musique française, de variété française, etc., ça me fait vraiment plaisir de regarder cette émission. Pas tous les soirs, mais. Ça dépend parce que tu sais qu'il y a une époque, ils mettaient Jaja d'Ayaka Nora sur. Non, mais ça peut arriver encore, mais c'est juste aussi pour un peu diversifier les chansons. Mais c'est vrai que c'était un peu drôle. T'as revu la dame quand elle a chanté aïe aïe aïe. Nagui, super présentateur, et puis j'adore cet aspect vraiment de plein de variétés qu'on a, même du rap, etc. Ça fait vraiment du bien à écouter. Ouais, ça peut arriver. J'ai eu rarement le rap. Après ça peut être du rap un peu ancien. Est-ce qu'on peut vraiment mettre ça dans le rap? Par exemple, je pense notamment à. On va pouvoir passer au 4e thème et au dernier thème donc, de ce podcast sur le sport en France. Donc, nous allons parler donc, des athlètes français, de leurs exploits, ainsi que des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Premièrement, est-ce que tu as un athlète préféré français Gabi Williams. C'est une basketteuse française qui est dans la NBA. Et en fait, avec elle, pendant les JO, ça a été incroyable parce que on a réussi à gagner une demi-finale. Bon, on n'a pas gagné la finale parce que je suis désolée, le basket américain, c'est. Voilà, c'est la même chose. Genre, pendant les JO, pour les hommes aussi, ils ont perdu en finale face aux athlètes américains. Et c'était la même pour les femmes, au même moment, malheureusement. Mais ils sont très forts pour le basket. Mais sinon, ouais, c'était Gabi Williams, j'aime beaucoup cette athlète. Sur le basket. D'accord. Et toi? Moi, ça serait Léon Marchand, donc petit clin d'œil à Eva. Voilà, Léon Marchand qui a donc marqué les Jeux Olympiques de 2024 et puis même qui est champion du monde, Champion du monde, en effet. Voilà, en natation. Donc c'est vraiment l'athlète. En plus, il est très humble, etc. Donc c'est vrai que pour moi, c'est vraiment le meilleur athlète français en France. Et donc voilà, mais au-delà de ça, est-ce que tu pourrais un peu me dire un peu ton ressenti que tu as eu aux Jeux Olympiques de 2024? Alors, j'ai découvert qu'il existe du hockey sur gazon. D'accord. Je savais même pas qu'il y avait du hockey sur gazon. Moi, je préfère le hockey sur glace. Mais c'était particulier. Et que les athlètes espagnols, dans le beach volley, elles sont costauds. J'ai jamais vu ça. Alors, j'ai appris beaucoup de choses dans ces JO, sache-le. Et que l'escrime, c'est beaucoup d'émotions. Pour rien. D'accord, j'en ai. Enfin, il l'a juste touché, quoi. Enfin, Okay. Voilà. Mais c'est quelque chose. Sinon, le seul où j'ai plus regardé, c'était celle avec des VTT. Le fait qu'on a eu un triple podium ou un double podium à la fin avec que des Français. C'est vrai que c'est vraiment... Moi, je l'avais regardé en live. Et mais oui, mais moi aussi. Et pour le coup, c'est une des seules émissions... une des seules épreuves des JO que j'ai regardé en live et c'était fou. Mais moi, j'aime trop le VTT au JO parce que c'est vraiment c'est vraiment un vrai truc. Et quoi d'autre que j'avais regardé, celui de basket, celui de foot, j'ai commencé mais après j'ai un peu arrêté parce que j'ai un peu lâché. Mais voilà, sinon les JO c'était quelque chose. Oui, c'est vrai que les JO c'était vraiment quelque chose de sympa et même au-delà du sport, c'est vrai que même la cérémonie d'ouverture c'était quelque chose de magnifique et ça a vraiment fait rayonner la France malgré certaines polémiques qui ont été placées par rapport Tout dépend des avis des gens. Ouais, c'est exactement. Mais c'est vrai que c'était super sympa la cérémonie d'ouverture parce que même au-delà même des polémiques, c'est juste que c'était vraiment très très sympa et puis c'était la première. On était ravis qu'il y avait Lady Gaga quand même faire l'ouverture avec nous quoi.
C'était la première cérémonie qui était en dehors d'un stade. Puis oui, il y avait Lady Gaga, il y avait Aya Nakamura. Et donc c'était vrai que c'était super sympa. Et puis au-delà, en fait, pour revenir au sujet principal du divertissement français, je trouve que vraiment ça a fait rayonner la France dans un sens pour montrer qu'on a la capacité de faire des choses mais incroyables. Même sous la pluie. Même sous la pluie, Franchement, exactement. tous les danseurs qui ont dansé sous la pluie, franchement, un gros cœur sur vous. C'est pour ça que vraiment, c'est pour montrer que la France peut vraiment faire des choses assez incroyables et vraiment que ça peut vraiment rivaliser avec des pays beaucoup plus grands qui ont plus de budget comme les États-Unis qui vont faire les JO en 2028. Donc ça, c'était super sympa. Et pour finir dans le sport, je pense qu'on peut vraiment être fier d'avoir Teddy Riner, donc Léon Marchand. Teddy Riner, attends, ah oui, t'as raison, Teddy Riner, Léon Marchand. Léon Marchand, Tony Parker, ouais. Zinedine Zidane, Désiré Doué, Ousmane Dembélé. Pour dire qu'on a vraiment beaucoup d'athlètes français qu'on peut rivaliser avec le monde entier. Et je pense qu'on pourrait vraiment dire cette phrase que la France, pour certains, et je pense que je peux le penser, et même si ça fait polémique, je dis quand même que pour moi la France c'est le meilleur pays du monde. Et voilà, faut être fier de son pays et faut pas avoir honte. Merci beaucoup Shadé pour ce thème, sur notre thème. De rien, et puis voilà, c'est l'heure du mot, du dernier mot pour les invités. Qu'est-ce que tu aurais à dire pour finir ce podcast et qu'est-ce que tu aurais à dire aux auditeurs pour finir? Écoutez, merci de nous avoir écoutés et j'espère que ça vous a plu le petit comeback de saison 3 parce que on a plein d'autres sujets qu'on va aborder avec d'autres personnes et en fait ça sera toujours un plaisir de partager pour cette nouvelle année. Voilà. Merci beaucoup Shada encore une fois et je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast qui aura lieu donc dans un mois parce que maintenant c'est des podcasts tous les mois. Donc pour tenir jusqu'à fin août cette fois-ci. Merci d'avoir suivi ce podcast et on se retrouve le mois prochain pour un prochain podcast. Salut!